C'est parti. C'est bon, vous avez installé votre... Oui, oui, c'est bon. Le micro, vous Ouais, appuyez sur le bouton. Là. Je vais peut-être commencer moi. Allez-y. Bien, bonsoir. Merci de continuer à venir. On est tout à fait admiratif. On se dit quand même à 7h30 du soir, venir encore suivre une conférence sur un sujet qui n'est pas forcément le plus distrayant qui soit, mais des sujets qui sont vraiment dans l'actualité et à travers les questions que vous avez posées les 2 dernières séances. Je dois dire que un dialogue s'est installé et que c'est très encourageant de venir et de continuer. Alors ce soir, j'avais souhaité un petit peu que vous ayez une autre voix justement que la mienne, et je dirais d'autres voix. Donc comme je vous l'avais annoncé, ce soir c'est une collègue, Sylvaine Lolon, qui a accepté vraiment très gentiment de venir, et la semaine prochaine c'est un autre collègue sur un autre thème aussi qui viendra pour continuer à parler, donc à 2 voix, à 3 voix, à chaque fois autour de ce sujet du travail et du droit du travail, et plus élargi même du droit social, d'un thème différent. Alors ce soir, le thème qui a été choisi, c'est celui de l'intitulé d'une recherche que nous avons menée collectivement, quel droit social dans une Europe en crise. Et la conférencière de ce soir est certainement la mieux à même de vous parler de ce sujet. Sylvaine est professeure spécialiste de droit social, mais tout particulièrement du droit social européen. Elle a fait sa thèse à l'Institut européen de Florence, qui est un institut financé par les fonds européens. Donc elle est une spécialiste du droit social européen, en même temps qu'elle est également professeure de droit du travail français, donc une grande connaisseuse de ces questions-là. Elle a participé à de nombreuses recherches collectives autour des questions de droit social européen, et elle en a dirigé plusieurs, dont celui qui porte cet intitulé, quel droit social dans une Europe en crise, qui s'est terminé par un ouvrage qui peut paraître parfois un petit peu austère, en tout cas qui est en partie en français, en partie en anglais. Je dis pour les lecteurs éventuels, il y a une partie des textes qui est en anglais. Cette recherche, elle a été inspirée par la réaction, l'interrogation, quelle réaction face à une crise qui était celle de 2008, crise monétaire, crise financière, crise qui au départ avait l'air de venir d'outre-Atlantique, crise dans laquelle on s'est enfoncé ou qui a eu des rebondissements divers. Et c'est Sylvaine qui très tôt a dit mais il faut s'interroger sur la réaction du droit du travail face à la crise. Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui seraient à ce moment-là des mesures de crise? Est-ce que le droit du travail tel qu'il est a une capacité de résistance? Est-ce que nos pays européens, avec l'État-providence qui a été construit, tous les États membres de l'Union européenne ont un système de protection sociale, de sécurité sociale, ce qui distingue quand même notre organisation européenne d'autres organisations ou d'autres pays. Et donc, de là est venue cette idée, puis cette proposition, ce projet de s'interroger à plusieurs. Et donc, c'est avec des collègues de 11 pays, en tout 11 pays membres de l'Union européenne, que nous avons mené cette recherche sur une année
et qui par la suite a débouché sur une autre que nous venons de terminer, sur la question des sécurités des travailleurs, mais ça c'est un autre projet. Donc ce soir, Sylvaine va nous présenter en quelque sorte les résultats qui ont été tirés de cette recherche de droit comparé, à la fois de droit européen et de droit comparé sur 11 pays de l'Union européenne. Bien. Bonsoir à tous et merci de l'invitation parce que c'est toujours aussi agréable enfin, d'être sollicité pour présenter les résultats d'une recherche. Donc je vais essayer évidemment de le présenter de la manière la plus simple possible et il faudra m'excuser si parfois ça devient un peu technique. Mais dans ce cas-là, évidemment, j'essaierai d'éclaircir les interrogations éventuelles et puis après, il y aura évidemment le temps du débat. Donc effectivement, Marie-Cécile l'a dit, cette recherche, donc, c'était une recherche qui a été initiée à partir de 2008-2009 et qui visait à interroger les réactions nationales face à une situation de crise. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu oublié ce qui s'est passé en 2008. Donc 2008, ça a quand même été un choc énorme, été 2008, le choc de la crise financière. Et c'est vrai que nous, la première partie de la recherche, puisqu'on l'a continuée après, mais la première partie de la recherche s'est achevée vers 2011. Et quand même, on peut dire que globalement, les évolutions qu'on voyait se dessiner se sont confirmées, je dirais malheureusement, mais les intuitions qu'on avait eues ont été plus ou moins vérifiées. Alors, quelques mots d'abord, parce que c'est important, je pense, comment on a fait, quel était le point de départ. Donc, on a analysé 11 pays. Donc, alors, pourquoi 11 et pourquoi ces pays-là? Bon, alors, il y a des aspects, j'allais dire, scientifiques et des aspects totalement conjoncturels. Donc, en fait, le choix des pays, bon, d'abord, c'est une recherche qui a été financée, là aussi, c'est peut-être paradoxal vu certaines conclusions que l'on a, mais c'est une recherche qui a été financée par la Commission européenne, par la direction emploi de la Commission européenne qui nous a financé 2 recherches qui, pour des juristes des sciences sociales, étaient un financement assez important pour nous. Et donc déjà, la contrainte, c'est qu'il faut qu'on ait un cadre européen. Tout simplement, on ne peut pas financer, ou alors c'est plus compliqué si on prend un pays tel que les États-Unis. Et puis, c'est vrai qu'aussi, le cadre européen, il y a évidemment beaucoup de diversité, mais il y a quand même des éléments communs qui sont l'existence d'une législation européenne, le fait qu'on ait des lignes aujourd'hui, une politique européenne. Donc, on avait déjà la contrainte des pays de l'Union européenne. Alors, pourquoi 11 pays? Parce que dans la comparaison, comment dire, il y a un moment où si on analyse trop de pays, ça devient trop de variables, trop compliqué dans la gestion, dans la coordination. Et à mon sens, on perd ensuite dans l'analyse, dans la possibilité de comparaison. Parce que la comparaison, c'est une difficulté, évidemment. On essaye de trouver des points communs, mais qu'il faut toujours, évidemment... Enfin, on a toujours un contexte national, et j'y reviendrai un peu, mais spécifique. Donc, on ne peut pas analyser, on ne pouvait pas, en tout cas, on n'avait pas les moyens d'analyser tous les pays de l'Union européenne. Et donc, on essaye d'avoir une sorte de panel entre des pays du sud de l'Europe, des pays, évidemment, qui étaient fortement encore plus impactés que d'autres, donc évidemment la Grèce, l'Espagne, mais là il nous manque le Portugal par exemple, qui aurait évidemment été intéressant. Des pays, ensuite les pays nordiques, c'est important d'avoir des pays du nord de l'Europe, les pays évidemment l'Allemagne, des pays de l'Europe, de l'ancienne Europe de l'Est, donc ce panel, et puis après des raisons purement conjoncturelles qui s'expliquent par le réseau
le réseau que l'on a, les gens que l'on connaît et avec qui on peut travailler. Il faut trouver des gens qui parlent anglais parce qu'il faut qu'on se comprenne. On ne peut pas avoir des traducteurs dans toutes les langues. Donc, il y a des questions des gens qu'on connaît. On fait un réseau. Et c'est vrai que l'un des intérêts aussi ici, c'est d'avoir pu constituer un réseau qu'on cherche après à élargir. Et je dois dire que c'était une équipe qui a très très bien fonctionné. Donc après, évidemment, dans ces pays, pour les analyser, on essaye de déterminer des grilles de lecture. Et il était évidemment, on part de 2008, mais tout ne s'explique pas par 2008. Donc ce qui est important, c'est évidemment le contexte avant 2008. Quelle était la situation avant la crise? Alors là, l'idée, c'était plutôt de s'interroger sur, avant 2008, quelle est la conception du droit du travail? Parce que le droit du travail est quand même un droit. Alors Marie-Cécile, je pense, vous a expliqué l'objet du droit du travail. C'est un droit qui, depuis des années, est très impacté par la notion de crise. C'est-à-dire que depuis des années, il y a le droit du travail est un outil de politique de l'emploi. On agit sur le droit du travail pour agir sur l'emploi. Et aujourd'hui, enfin, toutes les réformes sont toujours justifiées, la plupart, par on n'agit pas en droit du travail pour mieux protéger les salariés, enfin ça peut encore arriver, mais on agit parce qu'on espère que ça va faire baisser le chômage. Alors avec évidemment des politiques qui peuvent être très différentes. Pour la France, on a à un moment cherché à diminuer le temps de travail, pour ensuite il fallait l'augmenter. Bon après, sur l'impact, c'est évidemment une autre question. Donc l'idée, c'était plutôt de dire, avant la crise, quelle était la conception, enfin quels étaient les discours sur le droit du travail par rapport à cela. Et c'est vrai qu'avant la crise, on peut dire que dans beaucoup de pays, il y avait l'idée très forte véhiculée également par l'Union européenne, d'un droit du travail qui serait trop rigide, pas pour le Royaume-Uni, même si on retrouve après des éléments d'analyse, mais un droit qui serait trop rigide, qui serait un domaine trop régulé, donc il faudrait flexibiliser. Et avant 2008 également, il y a très fort l'idée d'un terme qu'on emploie, qu'on entend aussi aujourd'hui beaucoup, de la flexicurité. Bon, j'y reviendrai après. La flexicurité, c'est toujours un peu la baguette magique, parce que dans un monde idéal, les entreprises ont le maximum de flexibilité, mais en même temps, les salariés ont le maximum de sécurité parce que s'ils perdent leur emploi, ils ont un revenu quand même de remplacement, ils sont formés et ils retrouvent un emploi. Bon. Et donc on l'avait très fortement, ce discours, avant de 2008. Donc l'idée, c'était de voir, évidemment, à partir de 2008, quelles mesures sont adoptées. Alors, pas dans le détail technique, mais là, les grandes orientations. Est-ce que la crise a été un catalyseur des réformes ou est-ce qu'au contraire, en fait, peut-être aussi il n'y a pas eu de réformes? Quelles étaient les justifications? Est-ce qu'on a des réformes de grande ampleur ou pas? Et est-ce que donc la flexicurité a été un axe de ces réformes? Parce que vraiment, on avait avant, et encore maintenant, mais il y avait l'idée qu'il faut flexicuriser les marchés du travail nationaux. Donc voilà à peu près quel était le cadre de l'analyse. Alors les difficultés, situation très différente évidemment selon les pays, mais ça c'est un classique du droit comparé. Mais il est clair qu'entre la Suède et la Grèce, la situation est évidemment très 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 différente, et pas uniquement au niveau de la crise économique, au niveau également de leur droit du travail. On a des droits du travail dans certains pays qui sont essentiellement réglementés par convention collective, c'est le cas de la Suède, beaucoup aussi en Allemagne. On a des droits du travail où l'État joue un rôle très important. Et puis on s'aperçoit aussi à ce moment-là, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais à ce moment-là, la conception que les pays avaient de la crise était assez différente. C'est-à-dire qu'en 2008, on a dans certains pays, dans la plupart des pays, l'idée est que la crise, elle est extérieure aux États.
C'est-à-dire, la crise n'est pas due au marché du travail nationaux. C'est la crise financière mondiale qui impacte les économies. Et donc, dans beaucoup de pays, il n'y a pas l'idée, à ce moment-là, qu'il faut réformer le droit du travail, parce qu'on a l'idée que la crise, elle va être temporaire, même si très vite, pour la Grèce, alors après, il va y avoir la crise financière va déboucher sur des restructurations, ça va déboucher aussi sur une crise des dettes publiques, et là aussi avec des situations très différentes selon les pays. Mais aujourd'hui, 2013, 5 ans après, il y a plutôt l'idée qu'à part quelques pays qui s'en sortent mieux que d'autres, on a une crise économique générale au sein de l'Union européenne, avec une croissance atone, ou même parfois négative, dans certains pays. Mais ce n'était pas le cas vraiment en 2008. Il y avait l'idée que ça pouvait repartir. Et puis, pour prendre un exemple peut-être plus anecdotique, mais en Belgique, la crise, à l'époque, elle n'est pas du tout économique. Et c'était aussi intéressant pour cela d'avoir la Belgique dans le panel. À ce moment-là, la Belgique, elle est en pleine crise institutionnelle, c'est-à-dire qu'elle traverse les premières années de crise économique sans gouvernement. Et là, c'est pas le pays qui va s'en sortir le plus mal, ce qui, là aussi, peut interroger sur les capacités des gouvernements à agir. Mais c'est aussi parce que la Belgique a un système de concertation sociale très très fort, et donc la concertation sociale a continué, mais pendant 2 ans en Belgique, on a quand même un gouvernement qui quasiment ne peut pas être un gouvernement de crise institutionnelle, et donc ne peut gérer que les affaires courantes. Donc pour la Belgique, ce n'était pas une situation où la crise était vraiment si importante que cela. En Hongrie, on a une autre situation où en 2010 arrive au pouvoir un gouvernement populiste, avec, là aussi, plus tard, 2 années plus tard, la Hongrie, son objectif a été de faire passer le code du travail le plus flexible du monde. C'était l'objectif explicitement à un moment d'un gouvernement. Donc évidemment, des situations extrêmement différentes, et puis bien sûr, les cas de la Grèce et de l'Espagne, où là on a un effondrement total de l'économie en quelques mois. Et c'est la deuxième difficulté, dans des pays comme l'Espagne et la Grèce, il fallait analyser des réformes permanentes. En Espagne, en 3-4 ans, il y a dû y avoir 2-3 réformes majeures par an. Et vraiment, nos collègues espagnols, juristes de droit du travail, sont désespérés au bout de 5 ans de réformes qui ont vraiment attaqué le cœur du droit du travail. Et des réformes d'ailleurs, là j'anticipe peut-être aussi, mais où on voit les évolutions étaient globalement similaires, quelles que soient en revanche les orientations politiques des gouvernements. Où là aussi on sent bien que derrière ces réformes, il y a des orientations politiques qui sont globalement assez communes. Donc voilà à peu près comment on a mené cette comparaison. Donc là, on s'est réunis pour vous dire comment on fait concrètement. On se réunit, on discute, on essaye de faire un questionnaire commun pour avoir une analyse commune. C'est pour ça que je vais parler des pays, mais après dans vos questions sur la situation des pays, je connais quelque chose, mais nous on s'est appuyé sur les experts nationaux qui faisaient les rapports sur ces pays. Donc des discussions pour parvenir à comprendre de quoi on parlait et pour pouvoir définir cette grille d'analyse. Une des conclusions de notre recherche, c'est que dans cette crise, il y a vraiment eu 2 périodes distinctes, et je crois aussi qu'aujourd'hui, toujours de le dire, qu'il y a eu ces 2 périodes très distinctes, je trouve que c'est un élément important. Première période, une période très courte. 2008-2009, on a vraiment eu, dans la plupart des pays, ce qu'on a appelé la gestion de la crise de l'emploi. Je reviens dans un instant sur les mesures. Et puis une deuxième période, de 2009 jusqu'à on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter,
Mais là, on est dans la gestion de c'est la crise des dettes publiques, hein, qui, voilà, essentiellement, je pense, avec des dettes publiques, mais toujours dans une situation économique difficile, et on va avoir vraiment une remise en cause du cœur du droit, des droits du travail, à des degrés divers, évidemment, mais cœur du droit du travail. Alors, première période, là, je crois que c'est le schéma qui arrive. Bon, c'est les tableaux, mais qui permettent plus ou moins de synthétiser des évolutions. Donc, il y a plusieurs colonnes pour voir où les États, dans quel domaine, ils ont adopté des mesures. Première colonne, là, tous les pays, sauf le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni est toujours un exemple à part en droit du travail, hein, au sein de l'Union européenne, bon, toujours un cas particulier. Mais tous les pays vont adopter alors, des mesures qui concernent ce qu'on appelle le chômage partiel. Le chômage partiel, c'est vraiment un instrument très ancien du droit du travail. Le chômage partiel, c'est vraiment un instrument, c'est ce qu'on appelle aussi l'amortisseur social par excellence. C'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir diminuer le temps de travail ou même réduire leurs effectifs pendant une période plus ou moins courte. L'État prend en charge en partie le coût de la mesure, ce qui explique que c'est consensuel. Les salariés perdent du pouvoir d'achat puisque la compensation n'est pas entière, mais ils gardent leur emploi puisque à la fin du chômage partiel, ils vont retrouver leur emploi. Donc c'est l'idée ici que la crise est temporaire, qu'il faut impérativement sauver les emplois, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de destruction d'emplois. Et là, tous les pays, alors la plupart des pays, évidemment, ont déjà ces mécanismes, mais quelques pays les introduisent, et sinon tous les pays vont jouer sur le chômage partiel. C'est-à-dire que, alors là, on intervient par plusieurs, on n'a pas une grande réforme, mais en France, sur le chômage partiel, on en parle très peu, hein. Mais depuis 2008, on a dû avoir 4-5 réformes du chômage partiel. On augmente la durée possible d'indemnisation, on augmente éventuellement le montant de l'indemnisation, on élargit le champ d'application du chômage partiel, parce que traditionnellement, c'est un instrument qu'on met en place dans l'industrie, on essaye de l'étendre au secteur des services. Et donc, tous les États vont utiliser, enfin vont avoir des mesures de chômage partiel. Avec des différences selon les États, là encore, différences selon que l'État intervient ou pas. Par exemple, en Suède, c'est un mécanisme entièrement conventionnel où l'État quasiment n'intervient pas, ce qui veut dire que l'État ne finance pas non plus. Donc il y a une mutualisation aussi par les entreprises pour recourir à ce chômage partiel. Deuxième type de mesure, je passe à la troisième colonne, j'y reviendrai après, mais troisième colonne. Beaucoup de pays aussi, vous le voyez, il y a plein de croix, adoptent des mesures de soutien au pouvoir d'achat. Là aussi, c'est des mesures très variées, hein. Il peut s'agir par exemple, de mieux indemniser le chômage. En France, par exemple, on a réduit la durée du travail qui donnait accès aux indemnités chômage. Mesures aussi fiscales, des mesures de déblocage de la participation, etc. Donc, soutien du pouvoir d'achat pour les salariés, parce que pas dans la fonction publique, en revanche, hein. On sent déjà qu'il va falloir resserrer les vis dans certains États, notamment. Mais voilà,
on a ces mesures. D'autres mesures, beaucoup de flexibilité dans l'organisation du temps de travail. Alors là, par exemple, en France, pas de croix. Mais parce qu'on les a déjà. On a déjà les mesures qui permettent d'avoir une organisation flexible du temps de travail dans les entreprises. On peut tout à fait annualiser le temps de travail, on peut tout à fait faire en sorte que certaines semaines, on travaille 44 heures et on n'est pas payé en heures sup, parce qu'on aura des semaines avec... c'est tout à fait possible, comme pour l'Allemagne. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de croix que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas flexibiliser le temps de travail, mais en revanche, on a des pays où on introduit ce type de mesures. Dernière colonne, mesures, mais alors là, on a beaucoup de pays qui adoptent des mesures en faveur de la formation professionnelle. Alors liées par exemple au chômage, les salariés au chômage, on va avoir de meilleures mesures de formation, etc. Mais sur ces mesures de formation, beaucoup de difficultés pour déterminer leur effectivité, leur impact réel. Ce qu'on appelle, j'ai mis mesures de formation ou d'activation, c'est l'idée que quand on est au chômage, on ne doit pas simplement recevoir une indemnité, mais on doit se former pour trouver un emploi. Et dernière colonne, là très peu de croix, et ça on l'a mise également parce que ça dit quelque chose de ces mesures, des mesures en faveur des contrats précaires, mais très peu. Et pourquoi je dis que ça interpelle ? Parce que 2008-2009, les premières catégories frappées par la crise, c'est les CDD et le travail intérimaire. On voit très bien dans les chiffres, 2008-2009, on a une chute vertigineuse du nombre de CDD et d'intérim. Et donc, les entreprises, beaucoup, avant de restructurer, avant de licencier, elles éjectent du marché du travail, bon, les termes sont un peu forts, mais les salariés précaires. Et donc, paradoxalement, on n'agit pas pour ces salariés précaires. Alors, il y en a quelques-uns. Alors, on peut agir, par exemple, si on diminue le montant d'heures de travail qui donne accès aux allocations chômage, évidemment, c'est aussi pour les travailleurs précaires. Mais on n'agit pas du tout pour tenter de mieux intégrer ces salariés, etc. Alors, ce que nous dit ce tableau, c'est que dans cette période, on fait jouer à fond, dans la plupart des pays, ce qu'on appelle les amortisseurs sociaux. C'est-à-dire qu'on essaye de limiter les effets sociaux de la crise en essayant de préserver les emplois, en essayant d'indemniser les chômeurs, en essayant de les former, etc. Et ça, c'est assez en contradiction avec le discours d'avant 2008, le discours actuel, et d'ailleurs, ces mesures, on n'en parle pas beaucoup. C'est des mesures également, la plupart du temps, c'est des mesures temporaires. C'est des mesures qu'on va appliquer pendant 1 an, 2 ans, alors souvent aussi 6 mois, et puis après, on va quand même, la crise n'est toujours pas finie, donc on augmente la durée. Mais c'est des mesures temporaires. C'est des mesures qu'on adopte par décret, pas de grande loi au Parlement. C'est des mesures techniques, mais où on aurait dû avoir, à mon sens, qu'on n'a pas eu, mais on aurait pu avoir, à ce moment-là, une relégitimation du droit social et de ses amortisseurs sociaux. Les salariés ne sont en rien responsables de la situation économique, qui subissent les dérèglements financiers de gestion des États. Et là, on essaye de trouver des moyens de limiter la casse, mais sincèrement, sans trop le dire, et sans réfléchir à ce que les États sont en train de faire. Et si on regarde essentiellement également ce que fait l'Union européenne à ce moment-là, en droit social, pour le domaine social, l'Union européenne, pendant ce temps, ne fait rien. Et
Et c'est assez, là aussi, dans le domaine social, c'est assez caractéristique, oui, parce qu'on a un instrument de politique européenne de l'emploi qui s'appelle les lignes directrices pour l'emploi, qui ont été mises en place au même moment où se définit l'Europe monétaire, l'Europe de l'euro. Et on a ces lignes directrices pour l'emploi, elles étaient supposées justement réagir. On les redéfinit chaque année et se redéfinir en fonction de la situation. Et 2009, reconduction des lignes directrices pour l'emploi a changé, avec des objectifs alors sur lesquels les gens sont d'accord, parce que objectif d'avoir un taux d'emploi de 70%, objectif de former les chômeurs, etc. Ça ne bouge pas. Alors évidemment, l'Union européenne commence à être très préoccupée par l'euro, etc. Mais au niveau social, rien. Et en fait, au niveau social, on va récupérer ce que font les États. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impulsion. Et là, l'Union européenne, en 2009-2010, redécouvre le chômage partiel et va dire, mais le chômage partiel, mais quel instrument de flexicurité? Et c'est vrai que le chômage partiel est un instrument de flexicurité, c'est-à-dire on permet aux entreprises de flexibiliser, de réduire les effectifs, de réduire le temps de travail en assurant une sécurité aux salariés. Mais le problème de la flexicurité, c'est que ça marche si c'est l'État, si l'État peut financer, parce que sinon le consensus, évidemment, il vole. Parce que qui finance autrement? Et donc, on a cette période, mais qui en fait va être très courte. C'est vraiment 2008-2009, et très vite, on va retrouver les anciens des discours d'avant 2008, c'est-à-dire les discours où le droit du travail redevient responsable d'une situation économique. Alors, pas entièrement évidemment, mais où on analyse la législation du travail comme étant rigide, ne permettant pas aux entreprises de s'adapter. Le licenciement, c'est beaucoup trop... Je ne suis pas d'accord, mais le licenciement serait tellement coûteux, tellement compliqué pour les entreprises qu'elles n'embauchent pas. Et on a l'autre discours qui est aussi qu'on trouve vraiment de manière très forte, l'idée que les marchés du travail aujourd'hui sont segmentés, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais segmentation du marché du travail, c'est-à-dire, d'un côté, on aurait les insiders, les salariés en CDI, surprotégés, et de l'autre, les outsiders, CDD, temps partiel, travailleurs pauvres. Mais au lieu de dire il faut que les outsiders ils intègrent, l'idée c'est que quasiment les responsables de la situation des outsiders, ce seraient les insiders, trop protégés. Et on parle beaucoup d'une législation de protection de l'emploi, on ne parle plus de licenciement, protection de l'emploi qui serait trop rigide, etc. Et donc ce discours va légitimer des réformes du droit du travail et des licenciements. Et donc on en arrive à la deuxième période dans laquelle on est toujours, où on va avoir crise des dettes publiques, explosion des flexibilités et explosion des insécurités. Et là aussi, un petit schéma. Alors là, il faut bien dire que le schéma se complique beaucoup parce que la situation des États vraiment se diversifie, les mesures se diversifient. En plus, dans le tableau, il y avait des mesures qui étaient en débat, pas encore adoptées, des mesures qui avaient été adoptées avant, donc ça ne veut pas dire qu'ils ne les ont pas, mais voilà. Qu'est-ce qu'on va voir dans ces différentes réformes? Alors, d'abord, beaucoup de réformes qui vont toucher la fonction publique. Alors, la fonction publique,
nous, en droit du travail, mais c'est les problèmes des catégories disciplinaires, hein. En droit du travail, on n'étudie pas la fonction publique parce que c'est un statut, on est fonctionnaire. Mais bon, là, on voit bien que dans quasiment tous les pays, la fonction publique est en première ligne parce que, évidemment, on est dans une période de crise des dettes publiques, avec des situations plus ou moins... comment dire, là vraiment on a des degrés divers, hein, en Grèce et en Espagne, où là c'est alors la Grèce, licenciement dans la fonction publique, baisse de salaire, baisse des retraites des fonctionnaires, enfin c'est vraiment on a complètement déconstruit en Grèce le droit de la fonction publique et le droit du travail, hein. Et en Espagne aussi, hein, là aussi, nos collègues, diminution des salaires et par exemple gel de toutes les promotions. Et c'est vrai que quand on n'a pas de promotion dans la fonction publique, bon. Pardon ? Ça va être d'actualité. Oui. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est ce qui se passe dans les autres pays aussi. Donc gel ou réduction des salaires, et puis des réformes de la fonction publique où on a le statut de la fonction publique est de plus en plus remis en cause, c'est-à-dire on va avoir des possibilités de licencier dans la fonction publique, on voit apparaître des contrats à durée indéterminée dans la fonction publique, et en France c'est le cas, c'est-à-dire à côté des fonctionnaires, on avait les contractuels, mais on a les contractuels à durée déterminée et à durée indéterminée, des réformes du temps de travail, etc. Donc la fonction publique, on a vraiment une remise en cause de ce statut. Là, il faudrait faire intervenir notre collègue Florence Debord. Autre phénomène qui, là, ne concerne pas tous les pays, pour des raisons différentes. Mais on a vraiment un phénomène de décentralisation de la négociation collective. Alors, par exemple, pour le Royaume-Uni, je n'ai pas mis de croix parce que c'est déjà décentralisé. Il n'y a plus de système central de négociation collective au Royaume-Uni. Donc pas de croix parce que c'est déjà fait. Dans les autres pays, ce qu'il faut boire vert, donc la décentralisation de la négociation collective, c'est une tendance assez lourde dans les pays. Ça veut dire que avant, traditionnellement, dans certains pays, notamment comme la France, comme l'Allemagne, etc., on a une négociation collective au niveau de ce qu'on appelle des branches, c'est-à-dire des secteurs d'activité, avec plus ou moins de secteurs. Donc par secteur, on définit les conditions de travail minimales, c'est-à-dire le salaire, les grilles de classification, etc. C'est un rôle très important, évidemment, pour définir les conditions des salariés adaptés au secteur. C'est évident que, par exemple, dans le secteur du commerce alimentaire de détail, les supermarchés, on va beaucoup réglementer le temps partiel, etc. Ce n'est pas la même chose dans le secteur automobile. Voilà. Donc, une réglementation adaptée, puis surtout, c'est un rôle très important de régulation des conditions de la concurrence au sein d'un secteur. Et là, l'idée de plusieurs réformes, c'est vraiment que les conditions de travail doivent être définies au plus près des entreprises, mais on a des phénomènes où cette décentralisation, elle n'est plus contrôlée par le pouvoir central. Et il y a des volontés politiques, volontés des réformes, de faire en sorte que la négociation collective se passe au niveau de l'entreprise. Alors, en Italie, par exemple, la Fiat, qui est une énorme entreprise pour l'Italie, a eu là, ça venait de Fiat, mais utilisant le contexte, est sortie de la branche pour pouvoir avoir ses propres accords. Et en Grèce, c'est imposé. En Espagne, on met l'accent sur cette négociation collective. Et le problème, évidemment, c'est qui va négocier dans les entreprises ? Qui est compétent pour négocier dans les entreprises ? Comment
c'est des négociations extrêmement complexes. Et donc là, il y a l'idée d'une déréglementation, c'est-à-dire que ça peut remettre aussi la décentralisation, ça peut remettre en cause des salaires minimums par secteur. Donc ça, c'est une tendance très lourde dans certains pays, même en Allemagne. Mais là, il y a des tensions. La branche veut conserver son rôle, mais il y a des tensions. Autre tendance, alors, réduction de la protection sociale de manière très générale. Bon, là, il y a eu des réformes très importantes au Royaume-Uni, par exemple, où les minima sociaux, enfin, on remet en cause des indemnisations sociales, on remet en cause des systèmes de chômage, ou alors on va définir beaucoup plus d'obligations pour les chômeurs, réduction des indemnisations de l'assurance maladie, etc. Et autre réforme aussi très importante, c'est des réformes qui vont toucher les licenciements, les réformes des ruptures du contrat de travail. Alors là, c'est très variable selon les États, mais là, on retrouve vraiment l'idée que pour créer de l'emploi, il faut pouvoir licencier. Je simplifie, mais pas tant que ça. Il faut pouvoir licencier. Et là, la recherche avait été... Là, le tableau, il date de 2-3 ans. Et dans la dernière réforme, enfin, dans la dernière recherche qu'on a faite, on pourrait rajouter des croix un peu partout maintenant, et avec des tendances plus lourdes. Alors, en revanche, comment on agit sur cette législation? Là, c'est très variable. Je prends quelques exemples. En Grèce, curieusement, traditionnellement, un employeur peut licencier sans motif. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir une cause qu'on appelle en France une cause de licenciement réelle et sérieuse. Pas de motif. En vertu de quoi, le délai de préavis pour licencier est très long, et si l'employeur ne le respecte pas, il va devoir verser 1 an et demi de salaire. Sécurité du revenu contre flexibilité, l'absence de cause. Donc là, en Grèce, alors là aussi dans les discours, c'est paradoxal, parce qu'on va dire, non mais la Grèce, c'est très rigide. Pourtant, il n'y a pas besoin de justifier. Comme en Belgique d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de justifier, c'est pas rigide. On n'exige pas une cause. On peut licencier, ah oui, mais c'est rigide parce que c'est cher. Et donc, en Grèce, il n'y a pas eu de grande réforme. On a juste réduit la durée du préavis. C'est tout. En Grèce, on a eu plein d'autres réformes beaucoup plus importantes, mais là, on a juste réduit la durée du préavis. Autre type de réforme sur cette législation, dans certains droits, sur les sanctions. Si le licenciement, l'employeur licencie, donc il doit avoir une cause justifiée. Donc la justification, c'est que le salarié a commis une faute en exagérant. Il est arrivé ivre, il a cassé du matériel, il a insulté, ou une raison économique. Et donc il licencie, et puis il s'avère qu'il y a une contestation, et en fait la cause est considérée comme il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse. Et donc dans certains pays, dans ces cas-là, la sanction est la réintégration du salarié dans l'entreprise. C'est le cas notamment en Italie. Ce qui veut dire que du fait de la lenteur aussi des tribunaux italiens, si un salarié est licencié et qu'il entame une action, l'employeur soit doit le garder dans l'entreprise jusqu'au procès, soit il faut qu'il paye les salaires. Si après on considère que la rupture n'est pas fondée, il faut qu'il paye les salaires qui réintègrent le salarié. Ça, ce n'est pas une question de flexibilité, c'est une question de sanction d'une règle. Et dans tous les pays, on remet en cause cette sanction. Alors là aussi, on ne la remet pas en cause frontalement, hein. On n'a pas une déréglementation totale, non, hein, c'est des petites touches. Mais quand on fait la somme des petites touches, on s'aperçoit qu'on a bien une tendance commune. Donc en Italie, mais là on a une réforme très complexe,
Mais dans certains cas, on n'a plus cette sanction de la réintégration. Et à mon sens, et dans d'autres pays aussi, on va diminuer le montant de l'indemnisation. Ce qui est totalement confondre, mais c'est pas... Le coût d'un licenciement et le coût d'un licenciement injustifié. C'est pas du tout la même chose. Le coût d'un licenciement, c'est ce que un État accorde de compensation pour la perte d'un emploi, parce que pour un salarié, l'emploi, c'est son revenu. Donc, en France, si on a une cause réelle et sérieuse, on a une indemnité de licenciement, mais qui est un 5e de mois par année d'ancienneté. Moi, je veux bien qu'on me dise que ça coûte cher, mais c'est pas beaucoup. En revanche, pardon ? Oui, un 5e et après un 10e, un 5e. En revanche, si le licenciement n'est pas justifié, là, selon des critères d'ancienneté, c'est 6 mois de salaire. Donc, et là, dans toutes ces réformes, il y a vraiment une confusion entretenue sur le coût des ruptures. Alors sinon, on réforme, on diminue, par exemple aussi, on va diminuer les droits des représentants des travailleurs. On va limiter le temps de la consultation, ça c'est en Espagne. Aussi, dans beaucoup de pays, Espagne, Italie, France, il y a l'idée que le juge il intervient trop dans les licenciements. Donc on essaye de limiter l'accès au juge. Mais là aussi, là encore, c'est pas frontal, mais on touche. Et puis, dernier type de réforme, mais là c'est autre chose, mais tous les pays réforment les retraites, mais là la crise sert d'élément de justification. C'est-à-dire l'idée c'est que si on ne réforme pas les retraites, c'est la catastrophe, alors même que, et on le voit bien aujourd'hui en France, la réforme des retraites, tous les pays augmentent la durée de cotisation et éloignent l'âge de départ à la retraite, alors en période de crise de l'emploi, qu'est-ce qu'on fait avec les chômeurs plus âgés, puisqu'ils vont être plus nombreux, évidemment. Mais ça, c'est vraiment, soit on l'a fait avant, soit c'est en débat, etc. Et là, pour ajouter que fait l'Europe, en schématisant, elle soutient ces réformes. Très clairement, l'Union européenne soutient ces réformes, c'est-à-dire elle incite, elle recommande aux États de revoir leurs lois sur les retraites, elle recommande à la France de revoir sa législation sur la protection de l'emploi qui serait trop rigide, elle recommande aux États de réformer la fonction publique. Alors on ne va pas dire de réduire les salaires, mais de contrôler les salaires, etc. Et ça, c'est très clair dans toute une série de documents. Et puis, quand bien même l'Europe, je dirais, ne s'intéresse pas aux politiques sociales, la politique qu'elle conduit dans le domaine économique a des conséquences, évidemment, sur le domaine social. Et la Grèce, les réformes ont été faites par ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire Commission européenne, Banque mondiale et Banque européenne. Et les réformes, un pan des réformes, ça a été le droit du travail. Alors même que alors, peut-être aussi parce que c'est facile de déréglementer le droit du travail, mais ça fait partie des réformes. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie de ces réformes. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Donc, plus grande flexibilité interne et externe, temps de travail, possibilité de licencier, recul des sécurités des salariés. La flexicurité, l'Union européenne continue à en vanter les mérites, mais quand même, là c'était notre idée aussi de la dernière recherche, c'est de dire non mais on ne peut plus continuer à parler de flexicurité quand tout ce qu'on a fait, c'était de la flexibilité. Et au mieux, dans les réformes, on essaye de mettre de la sécurité, c'est ce qu'a voulu faire l'accord national, enfin la réforme en France de 2013, mais on essaie, mais quand on voit
comment dire, ce qu'il y a tout de suite en flexibilité et comment on pourra peut-être avoir la sécurité dans quelques années si les mécanismes de formation qu'on met en place vont véritablement marcher, là, il y a un réel problème. C'est-à-dire la flexicurité, c'est plus de flexibilité, ça ne s'est pas traduit par de la sécurité pour les travailleurs. Et dans des pays comme la Grèce ou l'Espagne, là, la sécurité des travailleurs, on n'en parle plus. Vraiment, hein, il y a plus, c'est plus ce qui est en jeu dans les réformes. Alors, la dernière question, c'était est-ce que les droits fondamentaux, parce que quand même, on a des textes qui disent qu'il faut qu'on négocie, que le droit à la négociation collective est un droit fondamental, qu'on ne peut pas être licencié sans raison, etc. Alors, il y a eu des décisions. Alors, du côté de l'Union européenne, là, ce n'est pas la diapo sur l'Union européenne, mais du côté de l'Union européenne, on ne peut pas faire non plus un schéma entièrement négatif, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des directives en droit du travail et qui quand même assurent une protection minimale. Par exemple, on a une directive qui exige que les représentants des travailleurs soient informés et consultés s'il y a un licenciement. Il y a une directive qui assure une garantie des salaires en cas d'insolvabilité de l'employeur. Mais c'est vrai que ces directives, elles datent des années 70-80 maintenant. Et c'est là aussi, si on fait le parallèle avec ce qui s'est passé dans le premier choc pétrolier, là, l'Europe adopte des directives, agit. Aujourd'hui, ces directives, elles sont presque en contradiction avec un certain discours de l'Union européenne. Et on ne sait pas si on ne va pas réformer peut-être un jour ces directives, alors que quand même, elles assurent une protection minimale. Mais il y a des réformes aujourd'hui qui ne respectent pas ces directives. Alors sinon, on a un autre texte qui, là, c'est pas l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle la Charte sociale européenne, qui est un texte qui est le pendant social de la Convention européenne des droits de l'homme. En Europe, on a deux Europes. L'Europe économique, l'Union européenne, 28 États, l'Europe des droits de l'homme, il n'y a pas d'intégration politique, mais il y a 48 États, me semble-t-il, aujourd'hui, et on a des textes de droits fondamentaux avec des organes pour faire respecter ces droits. C'est notamment la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg qui peut être saisie à certaines conditions et constater que tel État, dans telle situation, n'a pas respecté la Convention. En droit social, on a la Charte sociale européenne qui n'est malheureusement pas trop connue. Pourquoi ? Parce qu'elle a un organe qui rend des décisions, mais c'est pas ce qu'on appelle, c'est pas un juge, donc il rend pas des décisions contraignantes. Il fonctionne presque comme un tribunal, mais juridiquement, c'est pas un tribunal. C'est le Comité européen des droits sociaux. Et ce Comité européen des droits sociaux a rendu plusieurs décisions. Je crois qu'aujourd'hui, il a rendu plus de 7 décisions concernant la Grèce. Et dans chacune de ces décisions, le Comité européen des droits sociaux constate des violations graves de la Charte sociale. Violation du droit à une rémunération décente, violation du droit à l'égalité de traitement, etc. Et dans une de ces décisions, le comité va indiquer, là je vous lis, hein, mais c'est assez, je trouve que c'est presque de l'ordre du politique comme déclaration, si la crise peut légitimement conduire à des réaménagements des dispositifs normatifs et des pratiques en vigueur en vue de limiter certains coûts pour les budgets publics ou d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises, ces réaménagements ne sauraient se traduire par une précarisation excessive des bénéficiaires de droits reconnus par la Charte. Le comité considère qu'une plus grande flexibilité dans le travail pour lutter contre le chômage ne peut pas conduire à priver de larges catégories de salariés, singulièrement ceux qui ne sont pas depuis longtemps titulaires d'emplois stables, de leurs droits fondamentaux en matière de travail contre l'arbitraire de l'employeur ou les aléas de la conjoncture. C'est assez fort comme déclaration. Et cette décision qui condamne la Grèce. Réponse de la Grèce.
Oui, c'est vrai. Et on va tout arrêter dès qu'on ne sera plus en crise. Et voilà, malheureusement. Et on n'aura pas de réforme après ces décisions du comité. Et donc, voilà la situation qui est. Alors, pour conclure, je dirais que. Ah oui, j'avais aussi. Oui, non, mais ça, oui. Je conclurai juste peut-être par des propos pas très optimistes sur la situation actuelle, sur les droits des salariés, parce que on ne voit pas en Europe alors, il y a des systèmes qui sont beaucoup plus stables que d'autres, la Suède, la Belgique, l'Autriche. Et souvent, dans ces 3 pays, c'est des pays qui ont vraiment des mécanismes de concertation sociale centralisés très forts. Et où les syndicats continuent à avoir des positions très fortes, même s'il y a des tensions. Il y a des tensions, il y a aussi des remises en cause, mais quand même, dans ces pays, il y a une stabilité beaucoup plus forte. Alors, pour la France, il y a quand même une relative stabilité, mais quand même, les dernières réformes sont des réformes complexes, et où quand même on remet en cause quelques droits des salariés. Ça va également dans ce sens. Et certains organes, comme le Comité européen des droits sociaux et également l'OIT, font des déclarations fortes pour dire la crise ne justifie pas tout, il faut maintenir des droits sociaux fondamentaux, mais malheureusement, pour l'heure, ces organes ne sont pas écoutés. Et ils ne sont pas écoutés. Non, ils sont pas écoutés. Voilà pour cette réflexion sur les évolutions des droits du travail dans cette situation de crise. Merci Sylvaine, et donc je pense que le débat est ouvert. Oui. Aujourd'hui, de réagir à la dernière... Micro. J'ai envie de réagir à la dernière chose que vous marche. La dernière chose que vous venez de dire, les organismes ne sont pas écoutés. Forcément, puisqu'ils participent en même temps, c'est assez incohérent, c'est presque malhonnête, puisque d'un côté, le fonctionnement même des commissions européennes de l'Europe force les États à avoir des politiques qui vont dans le sens de la flexibilité, de moins de protection sociale, etc. Et d'un autre côté, des institutions qui découlent un petit peu du même mécanisme vont dire ah oui mais là les États franchement ils dépassent les bornes, ils ne peuvent pas continuer comme ça. Donc c'est en fait malhonnête quoi. Je crois qu'on est dans une situation assez inextricable et la seule chose qui pourrait nous sortir de là, puisque, comme vous le dites, on ne va pas vers des beaux jours en matière d'emploi, de protection sociale, c'est que le système économique change, puisque c'est bien le problème actuellement. On a fait porter la responsabilité de la crise financière aux travailleurs. On entend maintenant, y compris en France, où vous dites que encore les choses ne bougent pas trop, on est encore à peu près dans une bonne situation de protection de l'emploi. Même là, le discours perpétuel en ce moment, c'est le coût du travail. C'est le coût du travail. Alors, on en parlait tout à l'heure avec un ami. Le coût, s'il n'y a plus de travail, s'il n'y a plus de travailleurs, on fait comment ? Voilà, quoi. Je veux dire, le travail, c'est en définitive
le seul outil que peut avoir la finance pour continuer à s'engraisser. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on arrive à sortir la tête de l'eau les uns et les autres par comment dire, je crois qu'on en est là, par une révolte des travailleurs, hein, des gens qui font marcher le monde. C'est pas la finance qui fait marcher le monde comme on veut nous le faire croire, c'est bien nous. Donc voilà, quoi, voilà, c'est vraiment désagréable d'entendre sans cesse. Ce qui me révolte le plus, c'est des déclarations, c'est la charte sociale européenne, qu'on puisse faire ce genre de déclaration alors qu'on participe à l'état dans lequel nous nous trouvons. Voilà. Oui, juste, pour moi, hein, la charte sociale européenne, elle participe pas, hein, justement, c'est vraiment, ça reste un rempart. Et c'est vrai que les organes spécialisés dans les droits sociaux, pour moi, la charte sociale européenne et OIT, justement, font entendre un autre discours, qui n'est pas assez entendu. Là, c'est pas des organes, le Comité européen des droits sociaux ne dépend pas de l'Union européenne, c'est un organe totalement indépendant. Et l'OIT, vraiment, quand on lit les déclarations sur la crise actuelle, c'est vraiment justement se démarque des discours du Fonds monétaire international, qui d'ailleurs évolue un petit peu. Et donc, pour moi, l'intérêt justement de l'OIT, c'est précisément de sortir de ce discours où c'est effectivement le coût du travail qui serait en cause, le droit du travail qui sera en cause, ou si on pouvait au moins sortir de cette analyse qui n'est même pas, qui se prétend économique, mais qui ne l'est pas. Enfin, je pense que des économistes, c'est du, je sais pas, c'est comme on pourrait dire, mais une simplification outrancière de la théorie, des théories économiques, de dire si rien ne marche, c'est parce que on a un cadre réglementaire trop contraignant. Alors même que, c'est ça aussi, il y a des pays, les pays comme la Suède ne sont jamais pris en exemple, ou la Norvège, mais la Norvège, c'est vrai qu'ils ont le pétrole. Mais il y a des pays où on n'a pas eu cette politique de déréglementation et où ça marche encore. Et donc, pourquoi on ne les prend pas comme modèle? Et pourquoi on prend comme modèle des exemples où pourquoi on a... je pense qu'effectivement, il y a une utilisation de la situation pour faire avancer un certain discours idéologique. Et on n'entend plus l'autre discours, sauf pour ces organes, donc, qui pour moi ne participent pas à ce mouvement. Mais... Oui. Je voudrais un peu répondre un peu, parce que je trouve extrêmement intéressant votre analyse, qui est de dire finalement il y a une certaine schizophrénie des États, oui, qui d'un côté signent et donc adhèrent et font ratifier on avait parlé ces chartes, donc effectivement c'est bien l'État qui accède, et d'un autre côté participent par leur politique à une certaine démolition. Finalement, il y a une contradiction qui est extrêmement forte. Je trouve que c'est intéressant comme analyse. Bon, la seule chose, c'est que je pense qu'il est essentiel dans les démocraties, et c'est peut-être les contradictions des démocraties qui sont là, mais il est essentiel qu'il y ait des textes de cette importance qui rappellent les valeurs humaines, les valeurs de l'humanisme derrière ça, premièrement. Et dans ces organes, effectivement, dans ces organisations, comme Sylvain le disait, après, on a des systèmes qui sont très autonomes par rapport aux États. Le comité des droits sociaux est composé d'experts, donc essentiellement de juristes experts issus de différents pays, donc pas de personnages politiques. Et du côté de l'OIT, comme j'avais expliqué, vous avez ce tripartisme
qui fait qu'il y a une participation des travailleurs et des employeurs. Donc des organisations qui finalement se détachent des États à cause de ça. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, à la fois adopter ces textes et avoir une politique contraire, c'est toujours la schizophrénie des États. Je peux rajouter une question qui rejoint celle de notre ami. Quelle a été la position de la Confédération des syndicats européens dans ce contexte-là? Ils sont... la CES, je crois que c'est parce qu'il y a l'autre micro. Il y en a même deux qui sont allumés. Ah oui, il y en a un qui non, la position, la Confédération européenne des syndicats essaye de faire entendre une autre, voilà, dans l'autre voie, donc défense des droits des salariés, essayer d'organiser quelques manifestations. Il y a son institut d'études syndicales qui aussi publie des analyses. En fait, ils ont publié aussi la crise et les réformes nationales du droit du travail, où ils aboutissent aussi à des mêmes conclusions. Donc, mais on a l'impression que voilà, ce n'est pas très audible, c'est plus audible en ce moment, ces analyses. Et là aussi, quelle que soit l'orientation politique des gouvernements. Alors il y a des degrés, évidemment, il y a des degrés, mais l'Espagne est passée d'un gouvernement socialiste à un gouvernement de droite. Les réformes du gouvernement de droite sont allées un peu plus loin, mais pas. C'était déjà enfin vraiment, tout avait été engagé avant. Donc c'est comme s'il n'y a plus d'autres solutions politiques également dans ces évolutions. Il y avait une question là ou là? Non. En fait, c'est juste une question que je me posais. Est-ce que Allumez votre micro. c'est observatoire ou organisation? Est-ce que c'est quelque chose qui était gouvernemental ou institutionnel en quelque Vous sorte? n'étiez pas là la semaine dernière. Oui. Vous Non. avez raté. C'est Organisation internationale du travail, qui a été mise en place en 1919, qui regroupe quasiment tous les... Oui. La première, oui, pardon. Qui regroupe quasiment tous les pays. C'est une organisation où il y a une composition tripartite, c'est-à-dire que chaque État envoie un représentant du gouvernement, un représentant des organisations syndicales de salariés et un des organisations patronales. Mais au sein de l'OIT, il y a ce qu'on appelle les organes de contrôle des conventions et de l'application des principes fondamentaux de l'OIT, qui sont des organes d'experts indépendants, qui d'ailleurs peuvent aussi être remis en cause en ce moment, mais parce qu'ils sont indépendants, voilà. Mais... Oui, j'avais plusieurs questions. Et peut-être une première, c'est pas vraiment une question, c'est savoir, alors c'est un peu hors cadre, c'est savoir sur des études de ce type, comment vous les initialisez? Est-ce que c'est les chercheurs qui pensent et ils cherchent les financements, ou est-ce que c'est des sortes de commandes, entre guillemets, qui vous arrivent d'organismes publics, ou peut-être même d'entreprises, je ne sais pas. Donc ça, c'était une première chose. Et effectivement, mais c'est pas l'objet de l'étude, j'ai cru comprendre, mais c'est sur la comparaison historique entre les pays, mais effectivement là c'est sur des périodes très ciblées, du coup, il n'y a pas forcément à rentrer dans. Notamment sur le fait que, par exemple, dans certains pays, l'adhésion à un syndicat est plus ou moins obligatoire, enfin, structurellement, quoi, voilà. Le rôle du CES, bah, évidemment, là, enfin, je crois que vous l'avez rappelé, donc voilà, et puis peut-être une analyse sur, juste votre avis, sur la mise en place du droit européen, c'est-à-dire, ça s'est fait au niveau des pays, comment ça se structure au niveau de l'Europe. Si j'avais pu avoir votre avis là-dessus. Et donc voilà, et aussi si vous aviez, vous, avec l'étude que vous avez faite, alors c'est vraiment une démarche totalement, quelles mesures en fait auraient pu être prises par l'Europe, des exemples peut-être de mesures qui auraient pu être prises par l'Europe. Alors j'ai donné une petite phrase qui m'a fait rire, et vous avez parlé de la décentralisation au niveau du droit, qui se décentralisait en fait de plus en plus bas, enfin entre guillemets on pourrait dire près du terrain, mais c'est pas forcément une bonne chose.
Et du coup, la phrase m'a fait réfléchir. Et vous avez dit n'est plus contrôlé par le pouvoir central. Donc, ça rappelle des fois d'autres époques dans d'autres pays, quoi. Mais bon, voilà, c'était assez drôle. Oui, et donc là-dessus, par rapport à ça, donc cet aspect hiérarchie, dans les pays européens, est-ce qu'il y a une remise en cause dans les pays que vous avez étudiés, justement de la hiérarchie du droit ou des normes, en fait? Est-ce que du coup, je ne sais pas, les conventions collectives ou plus bas sont passées, ont plus de pouvoir, plus d'emprise par rapport, voilà. C'est savoir sur les 11 pays, qu'est-ce qu'il en est. J'ai aussi une question, c'est dans une des colonnes que vous avez marquées, c'est la LPE. Qu'est-ce que c'est la LPE? Ah oui, c'est là. Voilà, et puis donc juste sur le CEDS, alors là je vais essayer de finir sur une petite note positive. Le CEDS, donc, il me semble bien quand même qu'il y a quelque chose qui a été fait il n'y a pas si longtemps, enfin une recommandation, je ne sais pas comment on peut appeler ça au niveau du CEDS, qui a débouché notamment, je pense par exemple à des gens dans le monde du travail qui font de l'astreinte pour les repos, tout ça. Et il me semble bien qu'une recommandation du CEDS sur le fait que la santé des travailleurs doit être prise en cause a permis de déboucher dans une jurisprudence au fait que ça devait s'imposer au-delà de certaines normes du droit français. Voilà. Merci. Je vais essayer de rien oublier. Alors, sur la première question, c'est vraiment intéressant, mais une partie du travail de chercheur, c'est de chercher des financements. Ça fait partie du travail. Donc, si on veut faire de la recherche, ce genre de recherche, parce que c'est vrai qu'on peut aussi avoir des pratiques, je dirais, traditionnelles en droit de recherche individuelle, mais pour faire ce genre de recherche où on est obligé d'être plusieurs, je ne parle pas hongrois, donc je ne peux pas étudier le droit hongrois, par exemple. Et je pense qu'on ne peut pas bien étudier un droit si on n'a pas un accès direct aux sources. Sinon, donc, on cherche des financements et ça marche parfois ou pas. Donc, parfois, ici, on a répondu à un appel d'offres, mais qui était un appel d'offres. En fait, c'est une ligne budgétaire de la Commission européenne, donc la direction emploi, qui est une ligne budgétaire sur le dialogue social, sur le soutien au dialogue social. Et donc, en fait, on avait l'idée de la recherche, et donc on a rajouté tout le temps dans le projet, puisque dans ce cas-là, il faut faire un projet, il faut avoir tous les partenaires. C'est vrai que ça prend monter le projet prend du temps. Et donc, on a rajouté dialogue social très souvent. Et on va analyser. Et sur la dernière recherche, on était encore plus éloigné. Mais simplement, bon, là aussi, ils ont une ligne budgétaire à financer et ils vont financer en priorité des projets qui sont pile dans le champ. Mais après, je pense aussi qu'il y avait eu un intérêt pour ce qu'on avait fait aussi. Je ne sais pas si ça marchera une troisième fois, sauf qu'on aimerait bien continuer sur la décentralisation de la négociation collective, où là, on serait pile dans le champ. Le problème aussi de ce financement, c'est qu'il est sur des périodes très courtes. C'est des périodes de 1 an de financement. Et sincèrement, entre le temps, vous avez le temps où vous montez le projet, le temps où vous avez la réponse, et 1 an pour mener le projet, c'est vraiment compliqué. Et si on est sur des... Après, il y a d'autres financements, mais plus c'est long, plus c'est compliqué d'avoir le financement. Mais sinon, donc, on peut avoir des financements par le ministère de la Recherche, par la région parfois, mais évidemment, ça va dépendre. Est-ce qu'on arrive à trouver... Est-ce que la thématique des appels d'offres, est-ce qu'on peut y rentrer ou pas, si on a déjà une idée, ou parfois ça rentre dans le champ de compétences. En revanche, une fois qu'on a le financement de la Commission européenne, on est entièrement libre. Enfin, libre de la recherche, pas libre de dépenser l'argent comme on veut. Il y a un contrôle très strict de l'utilisation des fonds. En revanche, liberté totale de nos écrits. Là, il n'y a aucun souci à cet égard. Et
Mais on est financé par une direction emploi au sein de la Commission européenne qui est très marginalisée aujourd'hui. Donc voilà sur la première question. Il y avait une question sur le pouvoir central. Bon, j'y réponds pas, c'est sûr. Voilà. Donc, sur quelles mesures auraient pu être prises, moi, je pourrais dire, je vois bien ce que je pense qu'il n'aurait pas dû être pris comme mesure. Et c'est vrai que, justement, dans notre deuxième recherche, l'objectif était de, justement, essayer d'avoir des pistes de réflexion sur quelle sécurité pour quels travailleurs. Donc, travailler, justement, évacuer la question des flexibilités et réfléchir à ce nouveau contexte, quelles pourraient être les sécurités. C'est sincèrement pour ce genre d'études, pour faire des propositions concrètes, c'est difficile. En revanche, notre proposition, c'était d'essayer en tout cas de changer le schéma d'analyse, de ne plus avoir un schéma d'analyse qui est très prégnant en termes de flexicurité, mais essayer d'analyser les évolutions en termes de risque, sur qui supporte le risque de la crise, l'employeur, l'État, les salariés, parce que dans tout ce mouvement, dans toute cette évolution, on voit bien évidemment que le risque pèse de plus en plus sur le salarié individu. Sur le chômeur, il doit chercher un emploi, il ne peut plus refuser des propositions d'emploi. Et il y a aussi, dans l'idée des nouvelles flexibilités, le fait que l'employeur aussi devient... son pouvoir, le pouvoir de l'employeur s'accroît, puisque c'est l'idée de la flexibilité. Mais sincèrement, je ne m'aventurerai pas sur le terrain de qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Continuer la première période, certainement, je pense. LPD, c'est ce qu'on appelle c'est la législation de protection de l'emploi. Et c'est les termes qui sont utilisés, on ne parle plus, qui est aussi symboliquement important, on ne parle plus de loi sur le licenciement, mais législation de protection de l'emploi, c'est utilisé par l'OCDE, qui a sorti notamment des analyses de comparaison des législations de protection de l'emploi pour démontrer que la rigidité ou non des soi-disant indicateurs de législation de protection de l'emploi, avec un problème, c'est que leurs analyses juridiques sont souvent beaucoup trop succinctes. Ce n'est pas parce qu'on a une loi qui dit ça que les tribunaux disent la même chose. Enfin, il y a des variables qui ne sont pas du tout prises en compte. Sur votre dernier exemple, oui, c'est pour ça que ces décisions le Comité européen des droits sociaux, vous avez eu effectivement une décision du Comité européen des droits sociaux qui concernait la France. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais celle-ci, alors c'est une question assez technique, mais c'était sur les forfaits jours des cadres. Et effectivement, le Comité européen des droits sociaux a considéré que la France ne respectait pas la charte sociale qu'elle avait signée. C'est vrai que de ce point de vue-là, je rejoins tout à fait ce que disait Marie-Cécile. Et parce que lorsqu'on est en forfait jour, on n'a pas de limitation de la durée du travail par jour. Et il en faut une pour protéger en dessous de 13 heures. Ouais. Et alors, et donc là, vous avez eu une décision de la Cour de cassation qui va tenir compte de la décision du Comité européen des droits sociaux et qui va dire, pour que les conventions de forfait jour soient licites, il faut qu'il y ait des conventions collectives qui réglementent, enfin qui fixent des durées maximales de droit du travail et où il y ait des mécanismes de contrôle. Donc il y a très clairement ici il n'y a pas eu de modification de la législation, ce qui devrait être la voie normale, je dirais, mais il y a eu une influence. Ça a été le cas aussi pour le fameux, si vous vous souvenez, le contrat nouvelle embauche
possibilité de licencier sans motif pendant 2 ans, la Cour de cassation a considéré que c'était contraire à la convention numéro 158 de l'OIT. Le problème, c'est que ça peut marcher pour la France, mais c'est très rare que dans les autres pays, les juges accordent un tel effet aux normes internationales. C'est pas courant. Pour des raisons de hiérarchie des normes, etc. C'est possible. Alors ils sont très intéressés d'ailleurs par ces décisions de la Cour de cassation, justement. Mais c'est vrai, et a priori, c'est la responsabilité du législateur d'agir lorsqu'on constate qu'on n'a pas respecté une obligation internationale. Et c'est vrai que par ces décisions qui sont exceptionnelles, ça permet de contrebalancer la carence du législateur. Je crois qu'il y avait une dernière question sur la législation européenne, mais... Non, c'était tout. Sur cet aspect-là du temps de travail des cadres, j'avais appris que, pas en droit français, dans la culture française, le cadre, c'est quelqu'un qui ne doit pas discuter de sa disponibilité. Si votre employeur vous demande de rester jusqu'à 19h, 20h dans une réunion, vous ne pouvez pas lui refuser. Par contre, il faut que cet employeur accepte que le lendemain, vous arriviez à 10h. Cet aspect-là fait partie des aspects un petit peu qui font que le droit européen n'est pas très à l'aise pour s'immiscer dans le domaine de l'emploi et de l'encadrement. C'est très souple et ça varie d'un pays à l'autre. Ouais. On a d'ailleurs remis les pendules horaires vis-à-vis des cadres. Il y a une entreprise parisienne, j'ai oublié le nom, où l'inspection du travail est obligée de remettre les pointeuses. Alors, sur les cadres, le problème, c'est que c'est souvent une catégorie qui est pas définie de manière très objective. On peut avoir on peut dire tel salarié est cadre, etc. A priori, en droit du travail, quand on est cadre, on n'est pas du tout exonéré de l'application des règles maximales sur le temps de travail. Elle s'applique à tous les salariés. Mais comme souvent la rémunération est forfaitaire, donc on intègre toutes les possibles heures supplémentaires du coup. Et après, il y a ce qu'on appelle le cadre, qui a qui a l'autonomie dans son temps de travail. Donc on ne peut pas contrôler son temps de travail parce qu'il est autonome. Et a priori, c'était pour cette catégorie qu'avaient été faites les conventions forfait jour. Mais là aussi, sur ce point, le Comité européen des droits sociaux avait rendu 3 ou 4 décisions sur ça. Et à chaque fois, il avait dit que c'était contraire à la charte. Et le législateur n'a fait qu'élargir les possibilités de recours aux conventions forfait cadre, jusqu'à ce que la Cour de cassation vienne quand même poser le haut-là. Mais juste un mot peut-être sur la législation européenne, parce que c'est vrai que j'étais très critique sur l'Union européenne. Mais il y a quand même des directives qui sont vraiment interprétées aussi de manière très, parfois protectrice des droits des salariés. Par exemple, vous avez la directive sur le temps de travail qui fixe des durées maximales. Alors, il y a des possibilités de dérogation, etc. Mais sur le droit à congé payé, elle fixe 4 semaines de congés payés. Elle a une jurisprudence extrêmement stricte sur ces congés payés. Et il y a par exemple la France a toujours pas intégré un aspect de cette jurisprudence. Pour la Cour de justice, si vous êtes en congé maladie, vous ne pouvez pas être en congé payé. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous êtes en congé payé, vous tombez malade, pour la Cour de justice, vous n'êtes plus en congé payé. Parce que pendant la maladie, vous ne vous reposez pas. Et le droit au repos, elle considère que c'est un droit particulièrement important. Ça, c'est toujours pas véritablement intégré en droit français. Alors après, ça voudrait dire que si on est en congé payé,
il faut évidemment alerter l'employeur pour se mettre en congé maladie, pour pouvoir ensuite récupérer ces jours de congé payés. C'est vrai qu'il y avait un cousin qui m'avait interrogé, je lui avais dit ce qu'il pouvait faire, évidemment, il ne l'a pas fait, et parce qu'il pensait qu'effectivement ces relations risquaient d'être un peu conflictuelles après, mais voilà, on a sur ce point, on a en matière de droit égalité hommes-femmes, principe de non-discrimination, on a aussi des principes qui ont été novateurs au niveau européen. Donc voilà, là aussi il peut y avoir certains paradoxes, contradictions au sein de chaque ordre juridique, je dirais. Oui, vous avez dit tout à l'heure que c'est les travailleurs globalement qui payent la crise dans les pays de l'Europe en général, presque tous. Mais il y a un groupe qui la crise ne gêne surtout pas, c'est les actionnaires et les dividendes qui ont augmenté de 18% encore ces derniers temps et qui font que les gouvernements n'agissent pas sur ce groupe-là pour permettre à l'économie de pouvoir repartir et justement à la fois de donner du travail et d'éviter encore que l'on pallie au chômage et tout. Et là aussi, l'Europe, elle est inexistante là-dessus. Elle n'a fait pas de pression, elle n'a aucun projet. Et on licencie pour des raisons maintenant de taux de rendement insuffisants pour les actionnaires, en fait. Globalement. Oui, je suis d'accord. Oui, je réponds peut-être un petit peu et ça rejoint la question précédente. Quelle mesure, moi non plus, j'ai pas de recette magique, c'est pas ça. Mais je crois que c'est peut-être pas du côté du droit social qu'il faut continuer à diminuer et à créer de plus en plus de travailleurs pauvres, mais que les réformes, s'il y en avait dans le droit de l'Union européenne, seraient plutôt souhaitables sur des terrains plus économiques. Sur le terrain du droit social, ce que l'Europe, l'Union européenne aujourd'hui a fait, c'est de l'harmonisation. Et je crois qu'effectivement, il y a une véritable, d'ailleurs si on parle d'Europe sociale aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une véritable œuvre législative en matière d'harmonisation du droit social. Et le jour où on aura une harmonisation du droit fiscal, du droit des sociétés, on aura peut-être aussi une Union européenne qui méritera son nom. Par l'harmonisation, parce que, bon, après on ne va pas rentrer dans une question très technique, mais il y a plusieurs façons de rapprocher les législations des États européens par le biais d'une harmonisation en demandant aux États d'avoir une certaine finalité, certains objectifs qui sont communs. Il y a d'autres possibilités en matière de sécurité sociale, d'avoir une certaine coordination. Et ce qui est plus rare, l'unification. On n'ira jamais à l'unicité, on ne va pas avoir une fiscalité identique dans l'ensemble des États, mais c'est vrai qu'avec une certaine harmonisation du côté fiscal, on répondrait mieux à ce que vous évoquez, je pense. Je peux intervenir encore. L'harmonisation du droit social, moi j'ai l'impression qu'elle se fait plutôt à la baisse qu'à une harmonisation moyenne des différentes législations des pays européens. On le voit en France en nous, l'harmonisation avec l'ANI, le licenciement est encore beaucoup plus facile qu'avant. Puisque l'inspection du travail n'intervient presque plus. Elle donne un avis, mais je veux dire, il n'a pas de portée. On est en train de faire une réforme des inspecteurs du travail en France. On va la faire à diminution, pas
pas dans un progrès social. Donc, globalement, l'ensemble des pays mènent des réformes à la baisse plus qu'à l'harmonisation en prenant la moyenne ou le mieux code des pays. Il y a un aspect aussi sur le niveau européen, c'est-à-dire que depuis les gros élargissements de l'Union européenne dans les années 2000, c'est quasiment aujourd'hui impossible d'avoir un accord entre les États pour intervenir dans le domaine social. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de nouvelles directives, parce qu'il y a quand même eu des textes, pour moi, qui ont été au niveau européen, des vrais textes protecteurs, j'en citerai. La directive sur le temps de travail, bon, il y a un petit souci parce qu'elle a une clause qui permet aux États de ne pas l'appliquer, c'est juste une parenthèse, mais sur le droit à congé, 4 semaines de congés payés, que cette directive garantit sans exception, là, c'est une réelle harmonisation plutôt par le haut. Je pense qu'aujourd'hui, cette directive ne pourrait plus être adoptée. Et d'ailleurs, je n'ai plus en tête, mais la directive sur le congé maternité, le niveau du congé maternité est assez élevé. Je crois que c'est 16 semaines, 14, non, 16. Bon. Mais par exemple, on a voulu la modifier, cette directive. Ça a été impossible d'augmenter le nombre de semaines. Il n'y a plus d'accord possible entre les États. Et surtout, il s'agissait aussi de régler la question du financement de ce congé maternité. Donc là, plus possible non plus. Un autre texte qui pour moi est très important au niveau européen, c'est les comités d'entreprise européens. C'est-à-dire qu'on a un texte européen qui oblige toutes les entreprises, les multinationales implantées en Europe, même si leur siège social est extérieur à l'Europe, à avoir un organe de représentation des salariés. Alors évidemment, ces comités d'entreprise européens, c'est des droits à l'information, à la consultation, c'est évidemment des droits qui sont très limités par rapport au pouvoir des actionnaires d'une société. Ça, il y a évidemment pas... C'est pas en jeu, mais quand même, c'était pas rien. Et aujourd'hui, dans les multinationales, on a quand même le développement d'une négociation collective transnationale. Alors, on peut trouver que les accords qui sont conclus ont un contenu très, très faible, très vague, mais on voit bien quand même, dans certains groupes, on commence par négocier, on commence par avoir un comité européen, ensuite on a un comité qui va prendre en compte tout le groupe, on négocie un premier accord où on va dire qu'il faut respecter l'interdiction du travail des enfants, c'est quand même la moindre des choses, hein. Et puis on va quand même peut-être avoir un deuxième accord où on va commencer à parler de formation, de compétences, de santé, sécurité, de responsabilité des sous-traitants. Alors, c'est pas énorme hein, comme nombre d'accords, il doit y en avoir 200 aujourd'hui, 250. Bon, le nombre de salariés couverts est énorme en revanche, hein, puisque c'est les entreprises qui sont couvertes par ces accords, on les connaît toutes. C'est les groupes automobiles, c'est les groupes de l'énergie, c'est Arcelor, c'est Ikea, et c'est pas non plus ce qui va résoudre tous les... Mais il y a quand même eu des dynamiques qui ont permis, à mon sens, des acquis quand même. Et aujourd'hui, ces acquis, ils restent. Mais je suis d'accord, depuis, et pour moi qui fais du droit social européen, c'est un peu désespérant, depuis des années, il n'y a quasiment aucun texte nouveau qui a pu être adopté en droit social. Et sur les derniers textes, il y a tellement de compromis que la dernière directive de 2008 sur le travail intérimaire, là je suis d'accord avec vous sur principe d'égalité auquel on peut déroger. C'est embêtant de déroger à mon sens hein, sur le principe d'égalité. Et donc actuellement au niveau du droit social, c'est vrai que en fait il faudra agir dans les autres domaines, mais là aussi politiquement, actuellement, je ne vois pas comment.
Je vais juste ajouter un mot. Jean, tout à l'heure, tu as fustigé le rôle de l'actionnaire dans les sociétés, dans les entreprises. Il faut un rappel historique. Au XIXe siècle, quand on a créé la société anonyme, le mouvement social, le mouvement ouvrier a applaudi à cette forme de société. Chic, alors, on appelait la société en nom collectif, le patron de droit divin, etc. On a instauré une société au sein de laquelle on a une action, une voix. Donc c'était perçu comme étant très très positif à l'époque. Hein. Aujourd'hui, effectivement, le diable est dans les détails, et l'actionnaire n'a pas du tout la même attitude. Il recherche le profit maximum, pendant qu'il tend sa pelouse au sein du fin fond du Michigan, il veut 15-20% de retour sur investissement, etc. Donc il faudrait nuancer un petit peu quand on fustige le terme d'actionnaire. Il y a des boursicoteurs, il y a des gens qui placent l'argent dans leur propre entreprise, etc. Voilà. Si je peux... non, sur le modèle allemand inventé, évidemment, on n'a jamais importé en France le modèle quand même allemand, c'est aussi la cogestion, c'est-à-dire d'avoir des organes de représentation dans les sociétés anonymes où on a un nombre, selon la taille de l'entreprise, on a un nombre quasiment égal de représentants des salariés et de représentants des actionnaires. Et dans l'ANI de 2013, dans la loi de 2013, l'avancée, c'est qu'aujourd'hui, il y a alors avec des seuils très importants, les représentants des salariés font leur entrée dans des conseils d'administration, mais 2 maximum. Enfin, évidemment, les sociétés peuvent en prévoir plus, hein, mais 2 maximum. Mais c'est déjà, je dirais, c'est quand même déjà ça, parce que là, ils n'ont plus voix. Les membres des CE pouvaient déjà aller dans ces organes, mais là, ils ont une véritable voix. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec la cogestion allemande, où ça, effectivement, on a quand même une association. Et au niveau européen, la société européenne, mais il y en a très peu, hein, mais la société européenne, pour préserver le modèle allemand, prévoit des droits de cogestion. Mais du coup, il n'y en a pas beaucoup, peut-être. Mais... Ces droits de cogestion, d'ailleurs, ont été imposés par les Alliés en 1945 aux Allemands. Casser les croches. Alors, deuxièmement, il y a quand même quelques rares exemples où le climat d'entreprise est bon, c'est Bouygues, où la famille a autant d'actions que le personnel. Alors, ça fait un tiers. Et je sais par témoignage, si vous voulez, que l'ambiance au niveau d'une entreprise de Bouygues est différente de bien d'autres entreprises. Je crois quand même que, même en ayant développé l'actionnariat, comme tu l'as dit, je veux dire, il n'a pas été envahi par des ouvriers employés actionnaires. Ça a été quand même une très petite minorité. Leur pouvoir, comme vous pouvez le dire, est quasiment nul, c'est de la figuration. Et quand certains ont voulu prendre une action pour aller à une assemblée générale d'actionnaires de M. Lagardère ou je ne sais pas quoi, je veux dire, c'est de la rigolade. Donc l'actionnariat ouvrier, il y en a beaucoup qui en sont revenus et que ça n'a servi à rien, à certains de perdre de l'argent, croyez faire. Et il y en a même qui étaient actionnaires et licenciés par leurs actionnaires, c'est-à-dire qui se licenciaient eux-mêmes. Donc je crois que c'est une voie qui ne rapportera rien au monde du travail. Juste, un de nos collègues britanniques donc, nous a parlé d'une loi récente au Royaume-Uni, où là, ça a un lien avec l'actionnariat salarié. Un salarié peut, aujourd'hui, au Royaume-Uni, en échange d'un minimum de 2000 livres, ce qui fait un peu moins de 2000 euros,
renoncer à une partie de l'application du droit du travail. Il n'est plus salarié, il est propriétaire d'une partie de l'entreprise, et la loi dit, ah oui, non, mais c'est en fait, là, le Royaume-Uni, avec ce contrat, le droit du travail n'est plus d'ordre public, il devient optionnel. Et vraiment, c'était intéressant, parce que le Royaume-Uni, le gouvernement admettait dans un document officiel que, selon les indicateurs de l'OCDE, etc., ils n'avaient pas besoin de déréglementer, puisque c'était déjà fait, mais on peut toujours aller plus loin. On peut toujours aller plus loin. Et cette loi a été extrêmement... Enfin, vraiment, il y a eu très très peu de débats, mais en même temps, même, elle n'était pas véritablement même demandée par le milieu patronal. Mais aujourd'hui, au Royaume-Uni, on a ce contrat. Nouveau type d'actionnariat salarié, où là, on atteint quand même des limites. Enfin, limites. Là, c'est effectivement la fin d'un droit du travail. Alors, s'il n'y a pas de questions, j'en profite. Vous nous avez dressé un topo où l'échelon, à la suite de ce que vous avez abordé la semaine dernière, sur l'échelon supranational qui produit des normes. Aujourd'hui, on assiste à un paradoxe, c'est que il y a des thématiques où l'échelon supranational est beaucoup plus protecteur que l'échelon local. Est-ce que le mouvement ouvrier, le salarié, a intérêt à jouer plutôt sur l'échelon supranational protecteur et la loi, au lieu de se laisser faire au niveau subsidiaire local, qui est le contrat, où il est beaucoup plus faible? Non, je ne sais pas bien, mais ce que je peux dire, c'est que par exemple, le milieu, je pense que ça dépend vraiment des secteurs. Par exemple, le milieu des marins. Il y a des conventions maritimes sur le droit du travail sur les bateaux de l'OIT, où là, en fait, une réglementation n'a de sens que si elle est internationale. Parce que il faut sinon c'est des règles très complexes, donc il y a la loi du... Enfin, je ne connais pas bien, mais la loi du port, la loi de... Et c'est vrai que dans ce domaine, il y a vraiment un droit international qui est assez, je pense, je ne connais pas bien, mais on a des... Après, par exemple, je dirais certains secteurs, enfin les règles internationales peuvent toujours jouer un rôle de plancher en deçà duquel on ne peut pas aller. Mais au-delà, je crois que ça va dépendre vraiment du secteur, de l'entreprise, mais je ne suis pas sûre. Cyril, bon, comme je l'avais dit la semaine dernière, ce sont des normes qui, en principe, s'adressent aux États. Les États s'engagent à, c'est à peu près toujours la même phrase, les États s'engagent à. Alors après, il y a ce que Sylvaine a évoqué, j'avais mentionné aussi, c'est les juges parfois, mais les juges français, hein, c'est un peu, là c'est vraiment une exception française, les juges français s'emparent parfois, c'est-à-dire fondent leurs décisions sur une norme internationale, considérant que parfois une norme internationale en matière d'inspection du travail, et en matière d'inspection du travail ça pourra encore servir, en matière d'inspection du travail, en matière de période d'essai, puisque c'est ça la convention numéro 158, donc quelques normes comme ça, la Cour de cassation française n'hésite pas, et le Conseil d'État aussi maintenant, n'hésite pas à viser ces normes internationales. Mais ça reste des exemples isolés, il ne faut pas croire et que ça peut vraiment être un grand secours. Ceci étant, et pour répondre complètement, dans ces affaires-là, ce sont effectivement les organisations syndicales qui se sont emparées de l'argumentation pour pouvoir la présenter.
le juge, il est saisi et il répond aux questions qu'on lui pose. Si on ne lui pose pas la question, il ne répond pas, sauf parfois exceptionnellement. On pourrait vous demander, au niveau européen, le droit concernant la médecine du travail, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que, bon, en France, en ce moment, il y a quand même des problèmes au niveau des médecins du travail. Ils ont une pression de plus en plus importante des employeurs pour exercer leur métier. Et jusqu'à des poursuites par l'ordre, par l'intermédiaire des pressions sur l'ordre des médecins qui agit après sur le médecin du travail. Et ça, dans des très grandes entreprises. Hein. C'est pas l'EDF est concerné, par exemple. Le médecin du travail subit une pression et il ne veut pas céder. Donc, il y a, est-ce qu'au niveau européen, il y a quelque chose sur la médecine du droit du travail? Je ne crois pas. Il y a une directive sur la santé-sécurité au travail, où il y a pas mal de choses hein, quand même, obligation de prévention, mais je ne crois pas, je ne suis pas sûre. Mais comme au niveau européen, il n'y a rien sur l'inspection du travail. Mais là, il y a un projet. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, une des grandes questions aussi au niveau européen, où il faudrait vraiment c'est vraiment la coordination des inspections du travail ou des organes de contrôle du travail pour les questions de détachement des travailleurs, de faux travailleurs mobiles indépendants, enfin les faux indépendants mobiles, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont identifiées comme travailleurs indépendants, qui en fait sont sous la subordination et qu'on envoie travailler dans d'autres pays, et comme ils sont supposés être indépendants, il n'y a plus aucune règle salariale qui s'applique. Et même dans le cadre même lorsqu'ils sont salariés, comment un inspecteur du travail français peut contrôler une entreprise dont les documents, etc., où les salariés ne vont évidemment pas réclamer quoi que ce soit, où les organisations syndicales ne sont pas présentes. Ça, c'est vraiment... Alors, il y a une proposition de directive qui devrait pouvoir être adoptée avant les élections, qui pourrait améliorer un peu les choses, mais pas suffisamment. Mais sur ce point, par exemple, voilà, il y a quand même des actions de la Commission pour financer des rencontres, des administrations du travail, pour se connaître, etc. Donc rien n'est pas... Enfin, en même temps, on retrouve la schizophrénie. On favorise complètement la mobilité des travailleurs, la libre prestation des services, etc. Et on essaye quand même un peu de mettre de l'ordre, mais ce n'est pas du tout suffisant aujourd'hui. Et parfois, c'est aussi il y a parfois des procédés qui sont totalement légaux. Par exemple, je lisais récemment du fait que, comme en Allemagne, il n'y a toujours pas de salaire minimum, il y a certains secteurs où les salaires sont particulièrement bas et où on fait appel à des salariés étrangers parce qu'ils acceptent de travailler à ces conditions. Et du coup, c'est le secteur, je crois, des abattoirs, où l'Allemagne est en train de faire s'écrouler la filière, et où on va acheter de la viande qui peut être élevée en France, etc. Mais alors là, peut-être qu'avec le salaire minimum, l'adoption d'un salaire minimum en Allemagne pourrait limiter la casse. Mais là, sur cet exemple, il n'y a rien il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de... simplement, l'Allemagne accepte qu'un travail dans ces conditions, ce qui est... Ouais. C'est comme les ça marche plus être employés à temps en CDI, en auto-entrepreneur pour s'éviter les charges. Ça existe aussi. Cotisation sociale. Oui, mais on peut être limite avec des cas de fraude. Alors que là, il n'y a même pas de fraude. Mais oui, je suis d'accord. Hein. Il faut des inspecteurs pour la dénicher. On se trouve en 10 000 inspecteurs en France.
l'Allemagne. Par exemple, dans l'automobile, c'est assez protégé. C'est bien structuré. Il n'y a pas la notion de salaire minimum. Il y est. Je dirais il est bien existant. C'est par rapport à d'autres pour lesquels on a instauré qu'il y a une déréglementation. Donc ça veut dire que c'est quand même que partiel. C'est pas de la déréglementation. L'Allemagne a un système syndical avec des syndicats forts dans certains secteurs. Et le secteur automobile est un secteur où le poids des syndicats est très important. Donc il y a des salaires tout à fait corrects. Mais en Allemagne, vous avez des secteurs où il n'y a pas de salaire minimum. Et où, du coup, vous pouvez avoir des salaires très très bas. Donc là, il n'y a pas eu de déréglementation, si vous voulez, par rapport... Parce que ça s'est fait... En revanche, c'est vrai qu'on peut se demander... Alors là, je n'ai pas de réponse, je ne connais pas suffisamment l'Allemagne. Pourquoi il n'y a pas eu de... Parce que, par exemple, pour le Royaume-Uni, dans les années 80, il y a eu très clairement une politique de déréglementation du droit du travail. Là aussi, déréglementation, ça conduit à plus de lois, mais des lois où on essayait vraiment de réduire le pouvoir des syndicats. Et ça a marché. Thatcher, les lois Thatcher, etc. En Allemagne, non, c'est pas du tout cette dynamique qu'il y a eu. Parce qu'effectivement, dans les grands secteurs, le droit du travail allemand conventionnel est très très fort. Dans l'industrie automobile allemande, les Allemands réussissent le paradoxe de faire sous-traiter la majorité de leurs produits à l'extérieur et les font assembler en Allemagne pour bénéficier du Made in Germany. Alors que nous, on dérègle complètement et on parle les Français. Encore une question, deux. Dans ce que vous dites, en définitive, je crois que l'important, l'intérêt, ce qui est à défendre, c'est une réglementation du travail par la loi et non pas par des accords d'entreprise. Voilà, parce que je crois que si on veut que l'ensemble des salariés d'un pays et d'Europe, a fortiori, soient sur le même pied d'égalité et bénéficient de conditions... de conditions à peu près correctes de vie, il faut qu'il y ait une réglementation qui soit égale pour tous. D'où vraiment une chose à rejeter, c'est les accords d'entreprise. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que la loi pour assurer à l'ensemble des travailleurs un bien-être, un salaire à peu près correct qui leur permette de vivre décemment. Je crois que c'est peut-être là qu'il faut aller. Alors, pour discuter avec des collègues étrangers, c'est une conception un peu française. Parce que Non, mais je dis, juste pour nuancer, si vous n'avez pas de syndicat dans les entreprises pour contrôler l'application de la loi, vous avez beau avoir une loi très bonne, il y a des risques qu'elle ne s'applique pas. Et je pense que, en tout cas traditionnellement, on peut avoir des accords d'entreprise, moi ça ne me choque pas, mais il faut avoir les acteurs pour les négocier. Et il faut avoir des bons acteurs pour les négocier, sinon si vous voulez, c'est pas des vrais accords. Sinon, c'est une partie qui pourra c'est la partie forte dans l'entreprise qui pourra imposer son point de vue. Et dans des États comme les pays nordiques, la loi est plutôt... quantitativement, la plupart des grands principes sont dans des accords collectifs. Et des accords collectifs qui, parfois, juridiquement, ne sont pas contraignants. Mais les syndicats sont suffisamment forts pour imposer. Et du coup, ils contrôlent aussi ce qui se passe dans les entreprises. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a plusieurs modèles. Vous en décrivez un, et effectivement, il peut tout à fait marcher. Alors, si on n'a pas les syndicats, il faut vraiment avoir un corps d'inspecteurs du travail qui est très performant.
Mais il faut bien voir qu'en droit du travail, enfin, c'est la relation, fondamentalement, elle est inégalitaire. Et si on n'a pas un moyen dans l'entreprise de compenser ça, on peut avoir une loi très bonne. Et le Code du travail est quand même... Toute la législation sur les CDD françaises devrait éviter... Enfin, si on appliquait bien la législation sur les CDD, il n'y aurait pas d'abus. Je crois qu'il y a beaucoup... Voilà, parce que les salariés ne vont pas recourir au juge en cas de difficulté. Mais voilà, juste... De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que, s'agissant des conventions collectives, il y a un principe qui est établi par tous, c'est que la convention collective donne beaucoup plus que le droit. Elle ne peut jamais déroger le droit ni donner moins. Donc de ce côté-là, la convention collective est un béni pour les salariés. Vous parlez peut-être, vous, des accords d'entreprise, plutôt pour la flexibilité, les heures de travail, etc. Pas de la convention collective. Parce que la convention collective, par principe, c'est mieux ou plus que le droit. Malheureusement, les dernières réformes vont c'est ça. Dans ce sens-là. Alors, ça me permet peut-être de mettre un terme ce soir, je crois que l'heure est à peu près arrivée, en vous annonçant finalement le programme un peu des 2 prochaines qui est un peu différent de ce qui était annoncé quand on avait fait le programme au mois de juin. Je vous disais donc la semaine prochaine, c'est notre collègue également de l'Institut d'études du travail de Lyon, Alain Bouilloux, qui viendra nous parler des risques liés au travail. C'est un spécialiste de protection sociale et de sécurité sociale. Il a écrit un ouvrage sur les accidents du travail et donc viendra nous parler des risques liés au travail et de la protection des travailleurs en matière de santé et donc de protection sociale. Et la dernière, donc dans 15 jours, je reprendrai à nouveau la parole seule, et précisément pour une présentation un peu de la représentativité et de la négociation aujourd'hui en France, où en est-on dans ces questions de négociation et représentativité. Voilà, donc les aspects plus collectifs qu'on n'a pas encore vus sur le plan national. Merci. Merci. S'il y en a qui veulent poursuivre la réflexion, l'ouvrage dont il est question, il est